C'est une ancienne. Elle était suspendue. Qu'est-ce qui est célèbre à Orgelais? Je sais pas, je suis pas au courant. Vraiment d'Orgelais alors? Ah non, mais je vois pas du tout là. Les premières vaches qui rient qui ne portaient pas ce nom-là à ce moment-là ont été fabriquées à Orgelais par M. Bell. La vache qui rit, c'est d'abord un discret petit village du Jura, Orgelais, où s'est installée la famille de fromagers Bell. C'est ensuite une technique de fabrication de fromage fondu inventée par les Suisses, utilisée d'abord au début du siècle pour écouler les excédents de fromage. Mais c'est aussi la tête de vache et cette vache qui rit car elle plaît universellement. Partout dans le monde, la vache qui rit veut dire quelque chose et c'est tout à fait étonnant, c'est tout à fait remarquable. Et pourquoi une vache rouge? Pourquoi une vache rouge? Mais pourquoi pas une vache rouge? Ce nom et cette vache curieusement hilare que l'on retrouve sur les premières boîtes en métal, c'est Léon Bell qui en est le créateur. Un copain de régiment, Benjamin Rabier, dessinateur et peintre d'animaux, va lui donner en 1922 ce visage définitivement sympathique. Voilà la plaque émaillée qui était donc accrochée comme ceci. Côté matières premières, elles se sont enrichies au fil des années, à la base du comté et de l'emmental, auquel s'est ajouté du cheddar et du gouda, toujours affiné dans les caves de l'entreprise. Quant à la fameuse recette du succès de la vache qui rit, le secret semble toujours bien gardé. Il y a combien de pourcentage de fromage dans la vache qui rit? Ça. Vous savez pas? La proportion exactement, je peux pas vous dire. Ce mélange savant de fromage est complété par du beurre, de la poudre de lait et quelques sels de fonte. Le tout est cuit à 115 degrés. En fait de secret, s'il y en a un, c'est de n'avoir pas changé de recette en 75 ans, ou si peu, ou alors discrètement. Ça se fait par petites touches, de façon à éviter des grands changements, mais on précède jour après jour ce que les gens aiment. Et aujourd'hui, la vache qui rit est un fromage qui plaît à tout le monde. C'est la vie, c'est des old folks. It goes to show you never can tell. Et pour plaire à tout le monde, et surtout pour que ce fromage qui ne change pas puisse se transmettre de génération en génération, paradoxalement, il faut le goûter toutes les semaines et suivre son évolution. Je sens moins les différences de goût en tant que consommateur qu'en tant que dégustateur. En tant que dégustateur, je peux percevoir des différences assez fines avec du pain au lieu d'un repas. Là, je ne ressens plus les différences que j'ai perçues dans les box. Moi, j'aime beaucoup des tartines de vache qui rit à tremper dans le café le matin. Mais ça plaira pas à tout le monde, mais c'est délicieux. Dans le cas où vos enfants prendraient des montgolfières pour des chaînes de montagne, donnez-leur... Tout succès mérite une rançon. Et pour la vache qui rit, ce sont dès le début de belles copies. Arrangements et longs procès ont fini par imposer son nom et sa couleur. De la vache qui rit. Puis alors, il y a aussi des décalcomanies couleurs éducatives. Des années 32. Léon Bell sait qu'il a un bon produit et ne se contente pas d'en faire de la réclame. Buvard, protège-cahiers, images, sa cible favorite, ce sont les enfants qu'il faut fidéliser. Dès 1926, un service de publicité sera intégré à l'entreprise. Il sera aussi l'un des premiers à sponsoriser des émissions de radio ou une course cycliste. Bell, c'est un promoteur de la publicité. Pendant la guerre, il avait un gros budget publicitaire et c'était vraiment un promoteur de la publicité. Qu'elle soit insolente, coquine ou légèrement pince sans rire, cette vache rouge, liée à nos souvenirs d'enfance, a su entretenir en 75 ans un capital de sympathie. Une stratégie payante qui lui a permis de devenir la locomotive d'un grand groupe fromager français. Modernité et tradition, régularité et innovation, du papier aluminium en 1945 à la boîte en carton que l'on ouvre avec un fil 10 ans plus tard, en passant par cette petite languette que l'on perfectionne en 1988, la petite portion de 17 grammes a conquis progressivement le reste de la planète. Plus de 6 millions de portions sont consommées chaque jour dans le monde. Alors ça se passe comme ça, on l'ouvre et on tire tout simplement avant de déguster ce délicieux fromage. Leader mondial aujourd'hui du fromage fondu à tartiner, notre célèbre vache qui est petite vache jurassienne a décidément le triomphe modeste. Cette épicéa a plus de 100 ans.
Et aujourd'hui, les bûcherons ne sont pas les seuls à travailler, car l'épicéa ne sert pas qu'à la construction et aux meubles. Il participe à la fabrication du fromage de la région, le Mont d'Or, et pour cela, il faut prélever sur place une partie de l'écorce. On les avait arrivés ce matin, donc nous on fait notre boulot par rapport à eux. Parce que nous, si on débarque les bois, si on tire les bois sur la route, l'écorce elle est foutue, elle ne sert plus à rien. Donc ils ne peuvent pas enlever. Donc ils nous freinent un peu dans notre travail, mais c'est deux boulots qui se font ensemble, donc on le fait avec eux. Eux, les voici. Ils commencent à retirer l'écorce, car c'est l'aubier qui va les intéresser pour faire des sangles. Mon métier, c'est sanglier. Comment vous avez appris? C'est grâce à mon père. Il m'a appris tout à petit, et j'ai aimé ce boulot. Les sangles, ce sont ces minces bandelettes de 2 mm, souples, douces et tendres, qui se laissent peler sur le tronc seulement quand ils ne gèlent pas. Vous faites combien de sangles dans la journée? 800, 900. C'est le bois qui commande. C'est pas à nous. Vaux et Chantegru est un village de 500 habitants qui vit en partie du travail du bois. Là, on retrouve les sangles sagement alignées sur un mur. C'est ce qui sert à entourer le Mont d'Or pour donner le goût. C'est uniquement pour donner le goût. Puis on travaille avec les... C'est des gens simples comme nous. Et ces sangles, on va les retrouver à Saint-Point, à quelques kilomètres, pour former ce fromage, roi de l'hiver, mais pas seulement pour le goût, dans cette fromagerie artisanale. La sangle, elle, tient office de moule. C'est elle qui va nous donner la forme du fromage définitif. C'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons avoir des gros, des petits. Enfin, ça, c'est l'artisanat. Déjà, à l'épicéa, c'est vrai que la sangle donne déjà un bon goût typé. C'est quand même une écorce qui possède beaucoup de tanin. C'est ce tanin qui va diffuser dans la pâte. Et c'est ça, en fait, qui va nous donner un goût typique au Mont d'Or. Vient le temps de l'affinage. Dans une cave bien fraîche, Fabrice brosse les Monts d'Or à l'eau salée. Ceux-là ont déjà 15 jours. Il faut encore attendre. 21 jours obligatoires déjà avant de pouvoir les commercialiser. Les fromages prêts, il leur faut des boîtes, en épicéa bien sûr, et là, c'est l'affaire de Patrick et de son père. Je fais des ronds pour les fonds de boîte à Mont d'Or. Et moi, je suis comme mon père, j'ai fait bûcheron avec mon père depuis l'âge de 16 ans. Et puis après, j'ai fait des sangles à Mont d'Or. Mais je suis pas aussi connaisseur que mon père. Alors là, je suis en train de choisir mon plateau pour faire la pliure. C'est le tour de la boîte à Mont d'Or. Ah oui, j'ai pris mon plateau, je l'ai fendu pour voir, pour suivre le fil, vous voyez. Comme là, c'est du droit fil. Et puis là, je l'ai chanfreiné pour couper les bords, pour pas que ça se casse. Puis là, je vais les passer à la machine. Au début, je perdais la moitié de mes boîtes. Disons que la première année, j'ai rien gagné. Si je coupe trop la veine, elle chante plus. Quand elle chante trop, c'est parce que je coupe trop la veine. C'est pas bon. Vous voyez, comme là, c'est fragile, vous voyez. Et puis si vous prenez de l'autre côté, il est bon. Voilà, c'est bon. Vous avez vu que c'est compliqué. Il y en a des trucs à apprendre. Une entreprise artisanale de 6 salariés qui fabrique 2500 boîtes par jour pendant toute la saison du Mont d'Or. Et il ne reste plus qu'à ajuster la taille du fromage à celle de la boîte. Tu vois, puis la pâte est tendre. Ils sentent bon la sangle. Il est excellent, délicieux. C'est un goût de terroir. Un goût de terroir, c'est de forêt, c'est... Oui. Et c'est ainsi que le Mont d'Or représente bien sa région, puisqu'il rassemble des métiers qui font le caractère de la Franche-Comté, agriculteurs, fromagers, bûcherons et sangliers, une partie appréciable de l'économie du Haut-Doubs. J'ai 76 ans. 76, pas 66, 76. 62 sont là. Ange Martini et son fils Antoine sont bergers. Chaque année, ils viennent passer l'été à 1500 mètres d'altitude dans leur bergerie de Boniach. Leur troupeau, composé de quelques centaines de brebis, vaquent en liberté dans la montagne.
2 fois par jour, instinctivement, les bêtes regagnent l'enclos pour être traites. La tâche est fastidieuse et les bras d'un deuxième fils sont souvent les bienvenus. La traite terminée, il faut laisser le lait reposer avant de le cailler à l'aide de présure. Puis, à l'abri du soleil, la fabrication du fromage et du broutch commence. Le lait caillé est déversé dans des formes et le petit lait nécessaire au broutch recueilli dans une grosse bassine. Une fois salées, les pièces sont acheminées dans des caves ancestrales aux murs épais. Durant la saison, chaque jour, une centaine de fromages frais sont ainsi fabriqués. Vendus entre 30 et 40 francs le kilo, ils constituent la principale source de revenus des bergers. Les bergers corses sont de moins en moins nombreux et par conséquent leurs produits de plus en plus rares. Pour pallier cette baisse de production, les grossistes utilisent souvent de la poudre de lait de brebis, une méthode moderne qui a le don de fortement irriter Ange Martini et son fils. Car pour eux, il n'y a qu'une façon de fabriquer du fromage, la leur. Bon, c'est fait. Malgré ses 76 ans, Ange est toujours solide. Et bon nombre de marcheurs du dimanche ont bien du mal à le suivre. La montagne, ici, il la connaît par cœur, même par temps de brouillard. Pour lui, les cartes sont superflues. Il connaît chaque arbre, chaque pierre. Mais cette montagne, Ange l'a vu aussi se vider. À 50 ans, il y avait dans mon village, au moins pendant l'été, quand j'étais moi jeune, que j'avais 15 ans, dans mon village, on était garçons à l'école 170, seuls dans mon village. Aujourd'hui, en 5 communes, avec les étrangers, 32 enfants. Sur ces 32 enfants, Ange espère bien que quelques-uns reprendront le flambeau, même si le bilan de sa vie est sans fioriture. Je vis comme le ver dans la pierre. Oui, on ne crève pas de faim, on vit comme ça. Sur les hauteurs de la petite station savoyarde des Jais, il ne reste plus que quelques troupeaux de vaches abondance, dernier témoignage d'un mode de vie montagnard aujourd'hui révolu. Il va bien, mais c'est un petit paysan. Hein. Bah, les parents. Hein. Ah, bah, les parents, ouais. J'ai 11 vaches, c'est de la race d'abondance, 11 vaches laitières, parce que je fais que de lait. Et tous les matins, on descend le lait à la fromagerie du Perrier, qui fabrique le reblochon, lactum et le fromage d'abondance. Tout le site là en face, ça c'était des pâturages, hein, il y a une 50aine d'années. Et aujourd'hui, ça a été envahi par les sapins. À une époque, la commune déjà, il y avait 300 feux. Et chaque feu avait des vaches, bien sûr. Tout le monde avait des vaches. Et avant de partir à l'école le matin, j'apportais le lait à la fruitière. On était à un quart d'heure, 20 minutes de marche. Les fruitières, ce sont de petites coopératives tenues par des fromagers. Il y a 30 ans, les Jais en comptaient encore 4. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. C'est un jeune fromager qui fabrique le reblochon. Ici, les meilleurs, hein, on prend plus de soin à le faire. Plus de doigté, c'est comme ça. Chauffé à basse température dans ce chaudron, puis acidifié à l'aide de la présure et du ferment lactique, au bout d'une heure, le lait est caillé, prêt à être séparé à l'aide de la harpe. Donc là, je suis en train de trancher le caillé pour obtenir des grains de caillé, pour faire évacuer le sérum ou petit lait. Une fabrication artisanale du reblochon qui a presque disparu avec l'émergence des grandes coopératives et la coûteuse mise en conformité avec les normes européennes. Pas question ici de mécaniser, de simplifier. Le reblochon fruitier demande une vigilance de tous les instants. Soigneusement tamisé puis moulé, le fromage va être retourné, pressé avec des poids à plusieurs reprises. Il ne sera démoulé qu'après 6 heures. Le reblochon va alors sécher pendant 5 jours avant de gagner une autre cave où il s'affinera là aussi pendant près d'une semaine. C'est le prix à payer pour garder les saveurs d'autrefois
pour le plus grand plaisir des amateurs. Il est aussi bon que celui qu'on faisait dans le temps, hein. C'est dans des caves naturelles, uniques au monde. Oui, naturel. C'est de là qu'il vient, le gros. Que s'affine le Roquefort Société. Lentement, très lentement. Pour qu'il soit bien montueux, il faut ça. Malgré une silhouette charpentée façon Hitchcock, Maurice Astruc est passé maître non pas dans l'art du suspense, mais dans celui de l'affinage. Il ne dirige pas de jeunes blondes graciles, mais des héros virils et persillés. J'ai souvent entendu dire, par exemple, que je faisais très bien le métier et les gens me prennent pour un acteur. C'est faux, c'est que tout simplement, je refais des choses dans la cave que j'ai fait toute ma vie. Ne serait-ce que me promener dans la cave, je le fais plusieurs fois par jour. L'affinage est le stade ultime. Bien avant, le roquefort n'est que du lait cru de brebis. Lorsqu'il est ensemencé par une souche particulière de pénicillium et des ferments lactiques, il devient ce que l'on appelle du caillé. Il est ensuite mis en moule et pèse à ce stade 4,5 kg. Après 3 jours d'égouttage, chaque pain est compact et prêt à recevoir le gros sel. L'embryon de roquefort rejoint alors la cave où il poursuit sa gestation. Là, il est piqué, ce qui libère le gaz carbonique et permet au pénicillium de respirer et de se développer. Le fait de le piquer, ça va lui donner la vie. Prenez un nouveau-né, première chose que l'on souhaite qu'il fasse, et on va utiliser les moyens qu'il faut, on va le faire crier. Nous, par contre, alors même en y tapant sur les fesses, ça arrive à un petit... Et par contre, nous, on va piquer le roquefort. Le roquefort se développe environ 3 semaines dans une cave en vieux chêne, aseptisée par le sel. Il emmagasine alors l'oxygène et l'humidité dont il a besoin. C'est la période d'affinage qui permet la surveillance et la maturation. Quand j'enfonce la sonde, j'ai une résistance. Bon, cette résistance, je l'ai mémorisée depuis des années, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins souple. Après, je sors ma carotte, ça s'appelle la carotte à l'intérieur, là, et je constate la quantité de bleu. Il y en a assez, il n'y en a pas assez, mais surtout le plus important, c'est la coloration de ce bleu. C'est cette coloration qui va définir la qualité de la pâte de ce roquefort. Le roquefort est susceptible. Son parfait épanouissement nécessite un microclimat précis et naturel. Pour le créer et le maintenir, l'affineur manœuvre une porte, la fleurine, qui est en quelque sorte l'âme de la cave. Quand l'air rentre dans la cave, la première des choses, la température va baisser. On va essayer de baisser un peu la température. Deuxièmement, il apporte beaucoup d'oxygène et il apporte beaucoup d'humidité. Donc le fromage, qui aurait tendance à produire beaucoup de chaleur, puisque c'est une fermentation, va continuer à se maintenir, disons, à un niveau de température assez bas. Après 3 semaines, il est nécessaire de ralentir l'affinage en cours. Pour ce faire, les cabannières enveloppent chaque pain dans une feuille d'étain. Le roquefort ne sera mûr qu'après une dizaine de mois passés au froid. Ensuite seulement, il se livrera. Si vous voulez gagner en onctuosité, gagner en goût, en saveur, en bouquet, plus on va laisser vieillir un roquefort, meilleur il sera. Donc il faut vraiment du temps, il faut ne rien précipiter. Mise en chanson, la voici, tiède et collante. Et en Franche-Comté, tout le monde vous le dira. Nous sommes dans une des plus anciennes fromageries du Doubs. La cancoyotte, qui sort de ses pies métalliques, a bien été faite avec du lait. Du lait de vache, caillé et séché. Le résultat, c'est le méton, un de ces blocs jaunes qui ressemble à du fromage. Sans perdre de temps, les fromagers égrènent le méton. Plusieurs jours durant, on brasse des grains jaunes. C'est l'affinage, la partie la plus délicate de la fabrication. Le savoir-faire, c'est ça, c'est l'œil, c'est le toucher, il faut que le grain soit pas trop gros, il faut que le grain soit bien jaune pour la fonte. C'est la base aussi d'une très bonne cancoyotte. Une très bonne cancoyotte qui enfin va apparaître sous son véritable état. Une texture plus liquide que solide. Ajoutez du beurre et du beurre. La cancoyotte peut partir en petits pots. Rien que le nom fait en général sourire nos acheteurs. Et quand on est en dehors de la région, quand on dit qu'on vend et qu'on fabrique, et qu'on vend de la cancoyotte, on a déjà une bonne partie du travail de fait parce que ça détend l'atmosphère. Nos prédécesseurs ont vendu énormément de cancoyottes dans les colonies parce que
des gens de l'Est de la France étaient expatriés à ce moment-là pour des raisons militaires. C'était le produit qui rappelait le pays. La mémoire de la cancoyote, c'est lui, Robert Bichet, qui trouve des traces de la cancoyote jusque dans les bandes dessinées du sapeur Camembert. Le 29 février 1844, fut déclaré à la mairie de Glolélure, Saône-Supérieure, la naissance d'un enfant du sexe masculin, fils d'Anatole Camembert, cultivateur, et de Polémie Cancoyote, son épouse. Résumons. Avant d'être un phénomène culinaire, la cancoyote aurait donc été présente dans les œuvres de l'humoriste Colomb. Ça prouve quand même le succès de la cancoyote dès l'époque de Colomb, qui avait donné son nom à la mère du sapeur Camembert. Comme beaucoup de francs-comtois, Robert Bichet consomme la cancoyote plusieurs fois par jour. Pour son 4 heures, il la préfère froide. J'ai massé la cancoyote un peu dure, je ne l'aime pas trop molle. Moi j'aime la manger avec un couteau et étendue sur du pain, comme de la confiture. Mais ça n'a pas du tout le même goût. La cancoyote a longtemps souffert d'une mauvaise réputation, due à son odeur et à son aspect. On l'appelait la glu, la colle, la merde du diable. Aujourd'hui, les cuisiniers la redécouvrent. C'est un peu magique parce qu'avec le fromage, avec cette cancoyote, on peut faire plein de choses. Ça sert de liant. Donc là, notamment, on peut le mélanger avec de la tomate et donc du céleri. C'est pour une entrée, on peut très bien l'utiliser donc pour faire du poisson comme de la viande. Et pour les novices, le test est plutôt concluant. Ça file, ça colle, si bien que c'est pas comme un morceau soit de gruyère, soit d'emmental, soit de morbier, même de camembert, où là, on coupe et on a son petit morceau. C'est entendu, la cancoyote colle, mais elle délie aussi les langues dans les restaurants, comme dans toutes les écoles de Franche-Comté. Rouge. 4h30 du matin, 1200 mètres d'altitude, le jour sommeille encore. Les hommes appellent. Il faut tirer le lait, bientôt les bêtes vont pâturer. 70 à 4. Tout à la main. Elles sont mieux traites qu'à la machine. Parce que la machine, c'est une aspiration. Et la main, c'est par pression. Elles sont mieux finies. Qualité de lait. Incomparable lait de la vache salaire, transformé en fromage sur les lieux de traite. Le fromage fermier, vieilli pendant 10 longs mois dans la cave, semi-enterrée des burons. Ces maisons d'alpage et condamnées par le vent, certaines résistent encore au temps. Il n'y avait que de ça, là. On remonte peut-être 50 ans ou en arrière, il n'y avait que de ça. Les burons étaient tous aptes, quoi. Ils étaient tous ouverts. Et puis maintenant... Et maintenant, on est les seuls sur le plateau de Colandre. Il y a un problème de main-d'œuvre. C'est pas que le travail soit peut-être pénible. Il faut toujours être présent continuellement. C'est notre rythme. Dans le buron, ils sont 4. Mais seul le vacher connaît les secrets qui feront du fromage une œuvre d'art. Sous la voûte en pierre de lave, des gestes séculaires. Le jeune fromage transpire, senteur des prés. On le change, on le cajole, on lui apprend à grandir. Et 2 fois par jour, on monte pour la traite. Derrière l'âne, les gerles en bois pour mettre le lait. Le pâtre appelle. Isolés de leur côté le reste du temps, les veaux retrouvent leur mère. Vous connaissez son nom. Le pâtre l'appelle, il sort, il trouve sa mère tout seul. C'est une race comme ça, il faut le veau, qu'elle donne son lait, qu'elle ne retienne pas. Car la salaire, comme l'aubrac, autre race d'Auvergne, ne donne du lait que par amour du veau. Et lui seul peut amorcer la mamelle. Quand le lait est libéré, on attache le veau devant et on commence à traire. On tire le lait de 3 mamelles seulement. La dernière revient au petit
Chacun y trouve son compte. Elle aime beaucoup son veau. Parce que, c'est-à-dire, elle est un peu spéciale. Par amour du veau, si on lui supprime le veau, elle ne vous donnera plus le lait. Douce, mais dure en même temps. Elle est assez élégante, quoi, pour qu'elle ait de l'allure. Beau cornage, enfin, pas sauvage. Elle est fière d'elle-même, fière de son pays, fière de ses montagnes, quoi. Je suis un peu né avec elle. Et puis, je sais pas, elle me plaît vis-à-vis beaucoup plus en tant que vache, quoi. Rien que sa corpulence de vache, et puis son charme, quoi, sa robustesse et tout. L'amour, c'est ça, quoi. Si on les aime, elles sont reconnaissantes. Surtout quand elles quémandent leurs friandises, une poignée de sel. Quand on est enfant, qu'on vit avec les animaux, j'ai gardé quelque chose de... Bon, pour moi, le lait salaire n'a pas le même goût que l'autre. C'est pas le même goût du tout. Sinon, on ne ferait pas du salaire. On garde la tradition du pays, puisque le salaire est millénaire. C'est normal. Autoressources. Au buron, à bonne température, celle de la vache, le lait est tout de suite caillé. Alors commence l'instant magique. Dans un recueillement de cathédrale, un salaire va naître. Marcel, le buronnier, goûte la tome toute fraîche. Un peu séchée, elle pourra servir à faire la truffade auvergnate, comme Marie-Thérèse, à Allanche, le fait pour ses petits-enfants. Verser la tome fraîche de salaire, coupée en dés, sur des pommes de terre bien rissolées à la poêle, remuer lentement à la spatule, de l'ail, sel, poivre, servez tout de suite, ça fait le repas. Ah mais c'est vrai que Nicolas... Pendant ce temps, sur le plateau, le tintement aigrelé d'une clochette rythme le labeur des buronniers du Cantal, modeste, mais non sans grandeur.